Voilà. Bon, alors, ça a l'air d'enregistrer. J'espère que tout va enregistrer correctement. Donc, là, j'ai mon image ici, c'est parfait. Putain, c'est génial, j'ai des caméras de partout. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je verrai plus tard. Canal, ouais, c'est... on va commencer. Je vais vous laisser vous présenter l'un comme l'autre. Je sais pas, tu commences, tu es à ma gauche, ouais. Et ensuite Olivier. Bah pourquoi pas, non? Tu préfères que ça Je me présente, je m'appelle Gabriel Régent et je suis entrepreneur. Et tu es de père breton. Je suis de père français, historique. breton et de mère camerounaise. D'accord. Exactement. Et donc tu es né en... Je suis né en 1960. Ouais, en France. Non, au Cameroun, dans Cameroun. le sud. Ouais. Dans le sud du Cameroun, à Ibolovar. D'accord. Et après, tu as passé ta jeunesse entre la France et la... Je suis parti en France, j'avais 16 ans. Ouais. Et je suis revenu, j'avais 24 ans. D'accord. Et depuis, tu es au Cameroun? Et depuis, je suis au Cameroun. Depuis exactement 1984. Ça commence à faire quelques années. Ça commence à faire... Eh oui. Là, ça commence à compter. On commence à avoir les cheveux blancs. Alors, je suis le petit jeune, hein, c'est rare, mais je suis le petit jeune ici. Hein. Moi, je me présente, c'est Olivier Koto Mangata. Alors, à l'inverse de mon ami Gabi, moi, je suis de mère française bretonne et de père camerounais. Et je suis né en France en 1959. Et je suis revenu au Cameroun en 1980, donc ça fait 44 ans que je suis rentré au Cameroun, après avoir fait une partie de mes études en France et d'autres parties au Cameroun. D'accord. Et toi, tu es arrivé au Cameroun à 4 ans, c'est ça? Mon père était étudiant en France quand il a connu ma mère, et je suis venu d'abord la première fois au Cameroun en 1963, j'avais 4 ans. Et on a quitté le Cameroun après, en 1970, quand mes parents sont séparés, retourné en France dans la région de ma mère. Et après mon service militaire en 1980, fin 80, je suis rentré au Cameroun. Et ton arrivée, raconte-moi un peu ton arrivée au Cameroun, comment ça s'est passé? C'était... Mon père, donc ma mère ne connaissant pas, nous-mêmes on ne connaissait pas le Cameroun. Quand mes parents sont arrivés, on était 4 sur 5 enfants, le dernier est né au Cameroun. On est arrivé, mon père étant docteur en pharmacie, il avait une bourse d'État, il devait donc s'installer et ouvrir une officine pour rembourser sa bourse au niveau de l'État. On est allé au village d'origine de mon père, dans le sud du Cameroun, où il n'y avait que ma grand-mère. Donc mon père nous a laissés là, nous a présenté à la grand-mère, à mon oncle et tout ça. Et puis il est revenu sur Yaoundé. Et il est revenu nous chercher 6 mois après. Avec ta maman qui avait maman et nous-mêmes. et nous-mêmes qui ne connaissions pas l'Afrique du tout. Et c'est 6 mois après qu'il est revenu, ça y est, arrivé à Yaoundé, tout était prêt. L'officine existait, la maison, tout. Et tu as des souvenirs de ton arrivée dans le village? Le souvenir le plus marquant quand on est arrivé, c'est en fait, on faisait un petit peu, c'était un petit peu, en schématisant, c'est le petit blanc qui arrivait avec ses bagages. Et les gamins qui arrivaient, on s'est retrouvés, il ne restait plus qu'un short, un pantalon de survêtement, un t-shirt et puis des babouches. Tout le reste est parti. Après, on a fait une partie, c'est plus vague dans mes souvenirs, une partie d'école aussi. Mais ça a été une belle période quand même. Parce qu'on était au village, on jouait beaucoup. Ouais, pour les enfants, je pense que c'était sympa. Ouais, la découverte de l'Afrique, ça a été atroce. Ah oui, toi c'était pareil, c'est pas différent toi. Je suis arrivé. Et t'es né où toi? En France? Ici, t'es né ici? Mais je suis parti, j'avais 9 mois. Ah oui, donc ouais. Je suis revenu, je vois une bande de sauvages qui Jacques Assoya, quoi. Qu'est-ce qu'ils me disent? Et puis ça a commencé quand mes parents ont défait mes valises. Alors, cartouches de clope. il a halluciné le père, il dit quoi cette histoire? Et ça, quand tu arrives la première fois, quand tu reviens la première fois au Cameroun? J'avais prévu quelques cartouches de clope, on ne sait jamais quand mais entre-temps, tu avais fait des pays. T'avais fait l'armée entre-temps? Non, j'avais 13 ans. Ah, c'est après que tu fais l'armée, ouais, d'accord.
J'avais à peine 13 ans quand je suis arrivé. Et t'avais des Pocket Club dans les bagages? Ah ouais, je fumais comme un pompier déjà à l'époque. Donc, pour que ce soit clair, Jean, qui est donc c'est toi, c'est le frère. Le grand frère, ouais. Le grand frère de C'est ça. Jacques, pardon. Oui, ouais, moi, c'est Jean-Jacques. Donc, Ah, t'as pris le j'ai premier. pris les deux. Ouais, ouais. Et tu sais que, bon, ça, je fais une aparté, mais j'aurais dû m'appeler Jean-Luc. Et je me suis appelé Jean-Luc, pour être clair. Ah bon? Et j'ai trouvé la preuve il y a peu, quand mes parents sont morts, j'ai trouvé une lettre qu'avait écrit mon père, où effectivement il me nomme Jean-Luc. Et en fait, ce qui s'est passé, que je pense qu'il avait un peu bu quand il était me déclarer à la mairie. Et en allant à la mairie, il s'est dit Jean-Luc, Luc à l'envers, ça fait Jean-Cul, je ne peux pas l'appeler comme ça. C'est vrai qu'en fait, c'est bien réfléchi parce que tu arrives à l'école, tu as ce genre de prénom. C'est exactement ce qu'il s'est dit. C'est marrant, j'avais jamais fait le rapprochement. Ouais. Ah oui. Bah, mon père l'a fait à ce moment-là. Ouais, il a Donc bien il est revenu à l'hôpital, ma mère lui a dit, ma mère qui m'a raconté, ma mère lui a dit alors ça y est, t'as déclaré Jean-Luc, il lui a dit oui mais il s'appelle Jean-Jacques. Bon. Un peu ton itinéraire de forestier, ta carrière. Alors moi, Quelques anecdotes. Ouais, moi en fait, je suis arrivé ici, j'ai d'abord travaillé avec mon père qui avait son officine, travaillé 7 ans, et j'ai aucune formation de forestier. C'est par le biais d'une entreprise où je travaillais, j'étais responsable dans le transport, qui eux transportaient du bois, qui petit à petit, on a tourné vers la forêt, donc on avait nos camions, on allait chercher du bois dans les sociétés forestières. Et mon patron s'est intéressé, donc il a commencé à avoir une petite forêt et ainsi de suite. Et Gabi, d'ailleurs, on se connaissait déjà, lui-même faisait un petit peu ce qu'on appelle ici de l'abattage sauvage. On va dans les villages, on achète du bois. Et j'ai comment ça s'appelle ça et donc, on a tourné du côté de la forêt et après j'ai été appelé par les entreprises qui recherchent des responsables. J'ai commencé ici au Cameroun, après je me suis retrouvé en Congo et en Centrafrique pour faire des exploitations forestières pour des entreprises européennes, des gros groupes européens en fait. Donc j'ai fait beaucoup d'années en forêt. Et ça se passe comment alors la vie en forêt? Eh bien écoute, contrairement à ce que les gens peuvent croire, on est souvent très bien installés. Ouais. Parce qu'on a des grosses équipes. Moi je sais que j'ai eu le plus grand nombre d'ouvriers que j'ai eu à ma responsabilité, c'est 250. Ah oui quand même. Ouais, c'est des grosses équipes. Parce que c'est toute l'équipe d'exploitation forestière et d'aménagement, donc où on abat le bois et tout. Donc on est souvent super bien installés dans les sites. C'est quand même des entreprises, le groupe Rouget, c'est une grosse boîte, bien installée, une belle maison, dans des coins forêts qui ont été construites. En célibataire ou marié ou On a la possibilité d'être en couple ou venir célibataire. Ouais. Et ça donne des différences justement de période de travail. Quand on vient en célibataire, on a des périodes de 3 mois, 21 jours, 3 mois de travail, 21 jours de congé. Et quand on est en couple, on fait 5 mois, 1 mois. D'accord. Mais c'est les déplacements, on arrive en brousse avec des avions de société, ou s'ils en ont, ou alors avec des pick-up qui nous prennent au lieu de départ, par exemple du Cameroun, ou si on débarque au Cameroun, ils nous ramènent en forêt. Et moi, la première fois que je débarque au Congo, c'est un avion qui me prend à Douala, un avion privé, qui me prend à Douala et qui nous dépose sur le site. Et on ne retrouve la vie que 5 mois après, quoi. Et donc c'est des endroits qui sont totalement coupés. Non, il y a quand même des routes. Faut y aller. Ah, les routes, c'est nous qui les faisons, c'est les c'est sociétés qui ouais, les faisons pour aller dans les zones où il y a du bois et tout ça, mais on est très loin. Moi, j'ai fait 10 ans au Congo, j'ai jamais vu Brazzaville. Je connais pas Brazzaville. Je connais que la forêt. Je connais que la forêt, sinon la ville, c'est Yaoundé quand l'avion, ou Douala quand l'avion nous récupère, quoi. Parce que j'ai pas mal d'anciens collègues qui sont au Gabon, d'ailleurs j'ai même eu un contact dernièrement, anciens collègues et puis d'amis, parce que dans le milieu forestier, en fait, on est beaucoup, tout ce qui est cadre, c'est souvent des gens, des personnes assez âgées, par l'expérience et tout ça, parce que diriger des équipes en brousse, c'est pas évident, il faut être assez... et puis bon, t'es pris par le travail, t'as rien d'autre à faire que de travailler. Tu passes les journées, moi je sais que j'avais des horaires, je me réveillais à 4h du matin, une tasse de café, 5 heures au boulot pour préparer les équipes pour aller en forêt, 6 heures forêt. Et puis tu rentres, 6 heures forêt, et puis 15 heures, tu as des équipes qui arrêtent. Les dernières équipes arrêtent en forêt à 17 heures.
Après, tu rentres et puis tu as toute la partie rapport à transmettre à la C'est direction. quoi comme essence? Alors ici, en Afrique, tu en as beaucoup. Tu as du bois rouge, beaucoup de bois rouge dans les zones où je travaillais. Bois blanc, c'est pas intéressant parce que c'est trop loin. Ça coûte trop cher en transport pour les ramener ici, alors qu'il y en a ici. Parce que le bois, Pas assez cher, c'est ça? le bois blanc, d'abord, il est très léger, puis il ne se vend pas assez cher pour le mettre sur les camions, les transporter ici. Donc, parce que nous, tout le bois qu'on travaille au Congo vient au Cameroun. Il est mieux de le transporter de la zone où j'étais au Cameroun que de l'emmener au port à Pointe-Noire. Trop loin, beaucoup trop cher, et c'est compliqué dans certaines régions. Ça envoyé où? Ça va en Europe, ça va aux États-Unis, Dans le monde ça va entier. dans le monde entier, oui, en fonction des clients. Ça dépend de tes commandes. Là où j'étais, le plus gros client qu'on avait, c'était un Américain. C'est un client historique même. Mais ça dépend des commandes. Et est-ce que tu as des anecdotes particulières, des souvenirs particuliers de ces Oui, affaires? moi je me rappelle la première fois que j'arrive au Congo, donc ça c'était, je venais justement de faire 7 mois à la quand Gabi et Sylvie ont ouvert leur restaurant, le Bignou. J'avais tenu leur restaurant 7 mois et je m'en vais au Congo. Et le monsieur qui deviendra mon chef d'équipe, enfin mon second, me fait faire le tour de la forêt et une panthère qui traverse la route devant la voiture. Donc on ralentit, il n'y avait pas les téléphones avec appareil photo et tout, puis tu n'as pas le réflexe de le faire. Elle s'arrête, elle se met sur le bas-côté, elle ne bouge pas. Panthère, c'est pas un animal qui est craintif, hein, qui reste là, s'allonge. Et ce qui est marrant, c'est que quand je quitte le Congo en 2019, donc après des années le Congo d'une autre société, même phénomène se passe. Le chauffeur qui me ramène au Cameroun, une panthère qui traverse, on ralentit, ça arrête. Non, pas en même point quand même, c'est assez exceptionnel quand même à une telle distance. Mais bon, après ce qu'il y a de magnifique en forêt, c'est tout en fait, c'est les hommes qu'il y a, c'est des esprits différents, il y a la nature en elle-même, il y a la faune. Et puis bon, tu es concentré sur ton travail, hein, c'est parce que ça. Et tu me disais qu'en forêt, l'une de ta plus grandes craintes, c'était de croiser des éléphants. Les éléphants. J'ai croisé des gorilles, on a même été chargé par un gorille. T'as croisé quoi comme éléphant? Comme animaux en forêt? Les gorilles, panthères, on a vu, des buffles. C'est régulier ou c'est... Oui, dans certaines zones, oui, oui. Beaucoup, en Congo, il y en a beaucoup. Ouais. Et des buffles de forêt qui sont beaucoup plus petits en fait que les buffles de savane ou les éléphants de savane, beaucoup plus petits, mais c'est assez agressif. Et ça, c'était ma crainte quand vous marchez en forêt, c'est de tomber sur un éléphant, parce qu'il va vous repérer avant que vous l'ayez repéré. Hein. Et ils sont agressifs ou... Ah oui, un éléphant c'est agressif, un éléphant c'est très très agressif. Ouais. Et les gorilles, non, le gorille, nous, ça nous arrivait de nous faire charger par un gorille. Maintenant, c'est vrai qu'on a des pisteurs, nous, qui ont l'habitude de la forêt, qui nous disent, parce que être chargé par un gorille pour une première fois, le réflexe c'est de d'étaler. Mais ils vous retiennent, ils vous disent non, vous restez, vous ne bougez pas, vous restez tranquille. Le gorille fonce sur vous, mais à 2, 3 mètres, 4 mètres, il va s'arrêter, il va faire tout un boucan avec les branches et tout, puis hop, il va repartir. Il revient une deuxième fois un petit peu plus près, puis il s'en va. Il ne vous touche pas en général. Et bon, panthères, c'est pareil, on les voyait. Par contre, j'ai travaillé sur un site où on avait des buffles, tout un troupeau de buffles, en permanence sur la zone savane où on a construit le camp. Et on a construit dans cette savane, on a monté... Les buffles sont agressifs? Oui, ça reste des animaux sauvages. Mais nous, on les avait, ils vivaient là. On a fait la piste d'atterrissage privée, donc d'entreprise, et ils vivaient là. Par contre, on a failli avoir un accident un jour où l'avion de la société venait. Et quand l'avion passe sous la canopée, donc en dessous à peu près de la hauteur des arbres, il y a le bruit. Et le bruit résonne dans la forêt et ça fait que les buffles, au lieu de rentrer en forêt, sortent. Et juste à ce moment-là, ils traversent, il y a l'avion qui se posait. Donc, il est reparti et à partir de ce moment-là, on a commencé à envoyer les voitures, les empêcher, les chasser en forêt. C'est assez, mais jamais on a eu d'accident particulier avec chargé. Moi, j'ai des photos avec des buffles en arrière-plan. C'est peut-être la force de l'habitude. Ah, des photos comme ça? Oui, il faut que je les retrouve, j'en ai beaucoup. Ouais. Et tu me disais, t'as eu peur? En forêt? Ouais. Non. Non, jamais. Il y a des moments où ça peut être compliqué. Par exemple, quand on a des visites de clients
qui veulent absolument aller voir un abattage. On essaie de les déconseiller, mais pour eux, c'est d'aller se filmer au moment où on voit, c'est très dangereux. Et ils ont souvent tendance à oublier un petit peu qu'ils sont dans un milieu d'abord professionnel, assez hostile que la forêt, et puis ont des réactions. N'écoute pas, parce que quand on va dans une zone d'abattage, il faut écouter le chef d'équipe et l'abatteur. Parce que lui, il sait où l'arbre va tomber. Un arbre, ça ne tombe pas forcément où tu veux, il y a un moment, ça tourne. Et on a failli avoir des accidents comme ça, quoi. Très important dans l'abattage. Tu sais, c'est quoi? C'est que quand l'abatteur il se met à tronçonner l'arbre, il ne faut jamais chercher à fuir, aller à droite, il faut rester à côté du À côté de pied. lui. C'est lui qui va te dire où tu dois aller. Parce que et là, on voit le sens. Donc, il suffit de tourner. Si ça tombe de ce côté, de tourner. Voilà. Alors que quand vous vous échappez, vous ne savez pas où il va tomber, il peut vous ratatiner complètement. Non, mais peur lui-même, dans les années que j'ai fait, non. Non, on n'a jamais eu... Il y a eu des accidents, c'est vrai qu'on a eu ça, c'est plus de l'inintention. Il y a eu des accidents, on a eu des morts, bien sûr. Ça, c'est souvent dans les zones forestières. Mais c'est des accidents dus à la bêtise. Ben, moi, je sais que on va dire 1-2 morts par an. C'est quand même beaucoup. Mais c'est souvent l'inattention. On en a qui sont morts, par exemple, sur leur campement de nuit, où il y a les arbres morts, en fait, les branches mortes qui tombent. On a eu un qui est décédé, écrasé par son propre engin, d'ailleurs. Et ça, c'était un peu de l'inattention, qui, au lieu de rester sur l'engin, parce qu'ils ont été attaqués par des guêpes, le gars panique, il sort, et il sort par derrière au moment où le conducteur recule, et il se fait ramasser. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Bon, après, c'est... Et même des expatriés, moi je sais que j'ai remplacé un expatrié qui lui s'est tué en partant, en allant prendre l'avion pour aller en congé. C'est lui que j'ai remplacé à Tanry d'ailleurs à l'époque. En allant en congé, c'est-à-dire qu'il quittait son site pour aller sur un autre site, pour aller prendre l'avion qui venait le chercher. Et avant d'arriver au site, il a eu un accident parce qu'il était en retard. Comme on roulait assez vite là-bas aussi. Et il a fait tonneau, il est mort sur le coin, jeune. Hein. C'est des cas comme ça, mais autrement on peut en nous-mêmes, même en forêt. En forêt, non. Je peux même dire que j'ai fait des années marcher en forêt, j'ai jamais vu un serpent en forêt. En forêt, non. Mais sur les pistes, là où tu roules, mais en forêt, j'ai jamais vu de serpent. Parce qu'ils fuient, tu sais, il y a les vibrations et tout, ils s'en vont. C'est souvent projet des coralles. Oui, tu as des petits trucs comme ça, mais autrement je les vois sur les pistes de voitures ou machin et tout, ou plus proche des campements. Mais en forêt, j'ai jamais croisé. Les serpents qui n'ont ni queue ni tête. Hein? Oui, celui qu'on dit la deux têtes en fait. Et comme il est très lent à se déplacer, Il y en a beaucoup de ça. Hein. Par contre, je sais que les gens n'aiment pas parce qu'ils disent que le venin est assez violent. Ouais, c'est assez violent. Ouais. Ça, j'en ai beaucoup en Centrafrique par contre, mais jamais en forêt. Et donc après, en dehors de forestier, tu es parti jusqu'au Soudan. Oui, là, quand je suis allé au Soudan, c'est quand je travaillais en Centrafrique. Enfin, je travaillais pour une société de construction des sites GSM, donc pour les pylônes, pour les téléphones. Donc j'ai travaillé 3 ans en Centrafrique et puis là j'ai fait toute la Centrafrique pour aller installer des pylônes en fonction des sociétés qui nous donnaient les contrats. Et je suis parti jusqu'à la frontière du Soudan. Donc au nord de la Centrafrique, donc traverser toute la zone nord de Centrafrique est une zone de rebelles depuis des années et des années. Et donc tu as croisé des rebelles. Bon, on a croisé des rebelles, oui, bien sûr. T'as jamais été enlevé? Non, non, jamais attaqué par eux non plus. Personne n'en veut. Ouais. Vous avez des rançons, il vaut quoi? ce que je vais en faire, moi. Mais par contre, Il va te coûter cher en plus, si on va le nourrir, il va rien rapporter. il y a une fois où j'étais dans un village, on montait au nord justement, vers le Soudan, et puis on est dans un village en train de boire du thé, du chai, avec le chef de village et tout, assis tranquillement avant de continuer la route. Puis à un moment, on voit 4-5 pick-up, les Land Cruiser, les pick-up Land Cruiser qui sont les pick-up utilisés par la plupart des
les groupes rebelles en général, qui sortent de brousses, de savanes, de machins et tout, mais avec une quinzaine de bonhommes par voiture, armés jusqu'aux dents, les gars et tout. Le chef avec qui j'étais assis à côté me dit non, ça va. Je dis ouais, mais donc tu dis, tu as une cinquantaine de rebelles qui arrivent, puis toi tu arrives de la ville. Je dis non, il dit bon, ok. On attend, ils s'approchent, et puis finalement, eux, ils avaient besoin de mettre un de leurs camarades, donc un rebelle, dans notre voiture, qui allait voir sa mère, taxi brousse. Et dans mon pick-up, j'avais trois militaires des loyalistes, des FACA. Dans Donc, la même voiture, il y avait des rebelles. il y avait un rebelle et puis trois militaires. On a fait 2-3 jours. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais je crois que les FACA eux-mêmes, donc les forces armées centrafricaines, étaient même moins à l'aise que les rebelles dans la voiture. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur zone, les rebelles. Ah ouais, bah oui. Les FACA, ils viennent, c'est juste pour sécuriser nous, mais ils ne se sentent pas forcément en meilleur. Pourquoi ne pas utiliser Les rebelles, les rebelles? ben, c'est pour se retrouver, toi, en position compliquée avec l'État, parce que tu transportes des rebelles qui te protègent dans leur zone. Par contre, ils ne veulent pas que les forces armées centrafricaines. Pour ça que, par exemple, beaucoup d'ONG ne prennent pas de militaires dans ces zones-là. C'est pour ça que tu les vois avec des grands drapeaux écrits partout, machin, ils ne prennent pas de militaires. Il y a eu des morts enfin, dans les ONG, dans les forestiers, dans les... Moi, je n'ai pas connu. Par contre, j'ai connu un Français, Bangui, qui venait vers la frontière du Cameroun d'ailleurs, et puis ils partaient en mission. Et la mission a été annulée parce qu'ils ont été attaqués par des rebelles et on a vu les impacts dans la voiture. Mais autrement, de ce côté-là, je n'ai pas connu. J'ai une anecdote. Mais il y en a, hein. On parle du Soudan. Et on m'appelle un jour, on me dit demain matin tu pars à 6 heures. Je dis tu vas où? Tu vas chez le président Idriss Déby, à la frontière avec le Soudan. Alors pour un mécanicien, on te loue un avion. Parce que de N'Djamena, Toi, tu faisais quoi? C'était quoi ton boulot? la garantie pour les machines Caterpillar. D'accord. Et je fonce là-bas, la machine était en panne. Et il fallait qu'elle déménage parce que on était le mardi, il fallait qu'elle soit partie le vendredi, dernier délai. On arrive là-bas, on m'avait pas dit ce qu'il y avait exactement. J'arrive, je constate, problème d'injecteur et tout. Je dis ouais, mais là il me faut la valise. C'est une valise avec des instruments. Pas de valise avec moi. Retour à N'Djamena en avion. Retour avec la valise. Réparer la machine. Et pour une des anecdotes, c'est qu'à un moment donné, je me balade comme ça. L'autre il me dit mais j'espère que tu as ton passeport. Je dis pourquoi? Il dit tu vois là c'est la frontière avec le Soudan. Ah merde. J'étais passé au Soudan sans le savoir. Et quand on sait que c'est le côté Darfour, C'est le côté Darfour. C'est compliqué. Et donc je finis de réparer la machine, on arrive à l'expédier et il faut rentrer à N'Djamena. Un pneu crevé sur l'avion. C'est ballot. Vous savez comment on répare? Pas grave. Tu prends le monsieur Michelin de l'entreprise pour réparer la route pour réparer la roue d'avion. Il te met une rustine. particulier, hein, en plus. C'est moi qui l'ai démonté. Alors c'est vraiment particulier. Ah non, mais t'as beaucoup d'histoires comme ça. Mais normalement, tu n'as pas le droit de réparer Oui. une roue d'avion avec une rustine. Non, mais de toute façon, logiquement, t'as même pas le droit de réparer une roue d'avion si t'es pas un technicien aéronautique. Aéronautique. Et bien on l'a fait quand même. Et au moment de partir, c'est là où l'anecdote elle est balèze, il faisait tellement chaud. Le pilote transpirait des grosses gouttes, alors des gouttes énormes. On commence à décoller et l'avion fait ça. Ça commence à piquer comme ça. Il a réussi à reprendre son avion. Et le pilote il me regarde, il me dit t'as eu peur hein? il avait des gouttes qui coulaient comme ça. Il avait des gouttes. C'est lui qui a eu peur, je crois. Et on rentre. Finalement on rentre. Et je lui dis mais la réparation elle va tenir, tu crois? Il me dit on va le savoir à l'atterrissage. Ça nous est arrivé de pousser un de nos avions comme ça, on arrive, parce que ce sont des pistes terre en fait, c'est des pistes en terre et tout, puis
tu as souvent des petits trous de termitière, machin, tout, puis tu as l'avion qui arrive, puis au moment de tourner, poum, tu as une des 3 roues dans le trou. Le gars, il essaie de mettre le moteur. Donc tu descends de l'avion, et puis tu te mets à pousser. Ouais, t'as plein, t'as énormément de trucs. Hein, ou alors, moi, je me suis retrouvé une fois, tu parlais tout à l'heure de la région Boya, Ekop et tout ça, du côté de Kumba. Je partais. Je suis arrêté à Kumba. Ouais, moi, j'ai travaillé à Kumba 3 ans et j'ai pris après la route qui va à Manfé. Ouais. Tu as vu t'as vu ce viaduc? Oui, je suis passé dessus. C'est assez impressionnant. Hein. Tu fais de la piste et tout d'un coup, tu vois un viaduc entre 2 montagnes. Et les montagnes, elles ont toutes été coupées au Bangalore. Tu as vu un peu? Elles ont toutes été coupées au Bangalore. Donc, tu as ces tubes, ça se voit et tout. Alors, un viaduc, piste, et puis un magnifique viaduc. Et donc, je vais du côté de Ngouti, là-bas, parce qu'il y a un très, très grand hôpital du côté de Ngouti. Et j'ai une forêt, il faut que j'aille voir la piste et tout ça. Et puis, je m'en vais. Mais moi, à l'époque, je roulais seul. Je m'en vais. Je demande à la voix, oui, je cherche une piste. Là, il me montre. Et hop, allez, je m'embarque là-dedans. Où c'est une piste où je ne pense pas qu'il y ait une voiture qui soit passée dessus. Puis à un moment, je passe sur une buse. La buse lâche la voiture. Donc je me retrouve sur le 2 ponts. Il est midi 13h. Moi, j'ai prévenu personne. On n'a pas de radio dans la voiture et tout et tout. Je suis resté la nuit et toute la journée du lendemain dans la voiture. Parce que je ne sais pas à combien je suis d'un autre village devant et je ne sais plus à combien je suis derrière. Donc tu vas laisser la voiture, tu avances. C'est les gars de ma base qui se sont rendus compte que je n'étais pas rentré la nuit et qui ont cherché à savoir où c'est que j'étais parti. Non, à l'époque on n'avait pas les radios. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas les téléphones et tout ça, mais il n'y a pas de radio. Et ils sont venus me retrouver là, planté moi sur ma buse. C'est pas la piste que Franco et Pico avaient fait, ça? Oui, si, mais c'est là-bas qu'ils travaillaient, pas Oui. T'as un tronçon de goudron, une partie de goudron justement. Mais ils n'étaient pas partis pour faire la route. C'était pour mettre une antenne de télé sur la montagne. Il y avait des gorilles à l'époque, c'était une zone où il y avait des gorilles. Énormément, oui. Même à Yoko, qui est à 120 km ici, nous on trouvait les buffles, les groupes de cynos. Des lions même. Ouais. Je me rappelle même une fois, on a un camion qui vient. Pas plus trop par ici, mais il faut aller parce que c'est un peu savane. Hein. L'est, le nord. Là. Mais les chauffeurs de camions qui viennent, donc ils viennent on appelait ça à Yoko là-bas, mais c'était là où tu avais ta forêt. Et les gars ils arrivent, le camion tombe en panne avant d'arriver dans la zone de chargement, donc en forêt ou sur le site. Le chauffeur, voit qu'il est obligé d'aller à la base pour appeler sa société parce qu'il a telle panne. Le moteur boy du camion lui dit qu'il reste là. Parce qu'il y a machin. Et comme il y avait des plantains qu'il fallait emmener à un village, le gars est resté. Dans la nuit, les cynos ont attaqué le camion. Les cynos, laisse tomber. Les cynocéphales, les babouins, ouais. Ils ont attaqué le camion parce qu'il y avait du plantain, la banane et tout sur le. Ils ont attaqué. Le gars, il dormait là. Quand il a entendu les cynos attaquer le camion, on l'a retrouvé le gars dans sa cabine comme ça. Parce que c'est 200-300 cynos qui attaquent. C'est très dangereux. Hein. Moi, à Ngaoundéré, j'ai vu les cynos, un groupe de touristes. Ils ont dû se dire que, leurs ancêtres, ils ont dû se dire qu'ils allaient s'écarter. Les gars ont dit, mais c'est où toi? Ils ont retourné le minivan. Ils ont retourné le minivan. Oui, c'est dangereux, et puis ils sont nombreux, et c'est des gros groupes. Hein. C'est des très gros groupes. Ils sont toujours en groupe. Alors. Oui, ils sont plusieurs centaines parfois. Et après, ce qu'on avait au Congo, ce qu'on a trouvé, mais il y en a beaucoup plus à ADC au Congo. Il y en a quelques-uns ici quand même à l'Est, c'est des mandrilles. Qui font partie justement des cynos, mais qui sont encore beaucoup plus dangereux. Encore plus que les babouins. Ah oui, le mandrille, oui, celui qui a la face bleue, c'est beaucoup plus dangereux. D'ailleurs, c'était des mandrilles qui avaient dans Ngaoundéré. C'était des mandrilles. Oui, parce qu'il y en a qui sont plus petits, pas ceux de la forêt même. Mais ceux de... Combien un mandrille? Oh, c'est pas comme un gorille, mais le problème c'est que ça a des crocs, c'est hyper dangereux, mais c'est très agressif. C'est le père de Philippe qu'on avait un. C'est le père de Philippe Auffet qu'on avait un en cage. Bon. Ah oui, au moins.
C'est peut-être même 90, 100 kilos un mandrill. Alors qu'un gorille, ça peut aller dans les 200, 300. Hein. Ah, ça fait plus gros. Je veux dire. Mais c'est beau, hein, un gorille, c'est magnifique. Hein. On n'a pas la même bestiole. Non, non, pourtant, on a tendance à croire que le gorille est dangereux. Le gorille n'est pas dangereux. Le gorille est très placide. D'abord, c'est un végétarien. Il mange même pas de J'ai un viande. ami qui est allé, je sais pas où, dans l'Est, là. Tu le fous la Un paix, tu ami lui fous la paix. suisse, il voulait absolument voir un dos argenté. Il les a pissés. Il est venu au Cameroun, il les a pissés, il a trouvé. Côté, il les a approchés. Il a trouvé un Tant doigt que tu ne le regardes pas dans les Oui, il y yeux, en a ici. regarder dans les yeux, c'est le défi. Il s'est vraiment approché de. Et d'ailleurs, il y a Tant que tu es discret, ils savent que tu es là. Tant que tu il y a un sanctuaire là, Ils t'ignorent. sur la route de Balmayo. Oui, oui, J'ai oui. été Mais dernièrement faut pas- avec mon grand il faut pas frère. qu'il y ait des petits à côté. c'est Il y en a là. des beaux, mais il y a un magnifique Ouais. dos argenté. C'est Il y en a un marrant, d'ailleurs hein. qui lui manque Il une devait patte. être fou, là. Ça, c'est normal. J'avais été avec les gens de mon association et on se pointe devant la grille. Là où tu dis, là. On se pointe devant la grille Ah, et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une banane, pourtant, il interdit ce qu'on C'est donne. interdit, C'est hein. interdit qu'on ne et se bien, faut elle prend pas. quand même une banane et elle lui balance. Oh putain, le mâle, il a vu ça de loin. Non, c'était pas la femme, c'était son mari qui avait donné la banane. Le mâle a vu ça de loin, il a foncé vers la grille. Il a l'air de dire, mais T'es qui, toi? Tu fais quoi? Mais c'est interdit, on interdit, c'est normal. C'est normal parce que toi, tu vas donner une banane, tu transmets des gènes, c'est pour ça qu'ils font ça. T'as vu Non, mais t'as le vu fait l'écart que tu qu'il y a donnes entre- à sa copine, Et tu donnes pas. J'ai un concurrent là. Non, mais il vient compter fleurette à ma dessinée. pas le faire dans les Qu'est-ce que je voulais dire Gabi, j'aimerais bien que tu me racontes, c'est une histoire que j'aime beaucoup, la rencontre de ton père et de ta mère. Déjà, comment ton père est arrivé au Cameroun? Ah ça, je ne peux pas dire comment il est arrivé, mais il est arrivé très très jeune. Ben, il a commencé par l'Afrique de l'Ouest pour arriver ici. D'après ce qu'on m'a raconté, dans le village de ma mère qui est dans le sud, qui s'appelle Mvutsi, c'est à 40 km de Samblima. Donc c'était le premier blanc que le village voyait arriver. Il était conducteur d'engin, conduisait un bulle. Et c'est en arrivant là, c'est comme ça qu'il a vu ma mère. Et ma mère me dit, mais, quand il arrivait, il passait en voiture, il venait, mais tu crois que qu'est-ce qui l'intéressait? Parce que nous on était en haillons au village, c'était vraiment dans Avec les quel âge ta maman? 17, 18 ans, il était toute jeune. il était toute Quand jeune. j'avais 18 ans, quand je suis né, un truc comme ça. Tu vois déjà, il a bien vu qu'il y avait un sein qui traînait dans une échancrue dans ma vieille robe. Il avait 18 ans quand t'es venu. Il y avait quelqu'un qui parlait français dans le village et son frère Guillaume, qui était aussi mon oncle, qui était élève, il n'était même pas encore étudiant, il était élève encore, etc. Donc, il passait tous les jours, il rendait service, et il venait chercher. Quand il faisait la route, une fois que la route était faite, lui il venait aussi avec sa voiture, il prenait les enfants, il les chargeait pour se faire bien voir par les gens du village et pouvoir La jeune fille qu'il avait remarqué. pouvoir approcher la jeune fille, etc. Donc, il est déposé à l'école, etc., etc. Et puis un jour, il est venu demander la main de ma mère, officiellement à mon grand-père. Tu peux m'expliquer pourquoi il y a autant de métis dans ton village? Alors là, quand il arrive, Parce que ton grand-père, Pourquoi il y a autant de métis dans votre village? qui ça ton grand-père ne parlait pas français. il était insulté, il parlait français, mais il était hors de question qu'il lui adresse sa parole. Donc on a choisi un traducteur, mon oncle, oui, il était insulteur. C'est pour ça que tous étaient instruits, mon oncle, ma mère, etc., qui les envoyait à l'école, parce que c'était un ancien instituteur. Tu peux me dire pourquoi il y a autant de métis dans ton village? Et parce qu'il y avait une Syrie. Alors, quand il arrive, c'est mon oncle qui traduit. Et mon grand-père qui demande à mon oncle, demande au blanc qu'est-ce qu'il veut. Il veut quoi ici, ce blanc-là? Il dit, ton père parlait tellement vite français que je ne comprenais rien. Des fois, j'inventais même des trucs. Je suis venu chercher Lydie parce que j'ai envie de l'épouser, etc. Elle s'appelait comment ta maman? Lydie. Ouais. Et on l'appelait Lydia. Qu'est-ce qu'il veut, le blanc? Le blanc dit qu'il est venu voir Lydie et qu'il est intéressé par elle, qu'il voudrait l'épouser, etc. Il disait,
qu'est-ce que c'est ça? Il disait Akie. Akie, ça se traduit pas, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça passe? Alors, je regardais ton père, je disais Akie. Ton beau-père dit Akie. Et mon père disait, mais c'est quoi Akie? Qu'est-ce que ça veut dire, nom de Dieu là? Mais je vous dis que je suis venu chercher des Dieu. Ouais, il dit qu'il veut l'épouser. Et mon grand-père il dit, demande aux Blancs, depuis quand la peau noire se met sur la peau blanche se met sur la peau noire? On n'a jamais vu ça. Depuis quand ça se fait, ce genre de choses? Oui, c'était pas courant. C'est à 50. Ça. Ah oui, oui. Ah, 45, 50. 47. 47. Parce que toi, tu es né en 55. Moi, je suis né en 50. 50, oui, 50. Les années 50, à peu près, ouais. Tout début des années 50, oui. Effectivement, ça va pas être très courant. Ah non, c'était tout sauf courant. Après, j'allais tomber Mais c'est le premier blanc qui voyait. Mais il n'y avait pas de route au village. C'est viré de son collège. Pourquoi? À l'époque, Bah, il tombe enceinte. combien de ça? Puis attends, Elle était mariée. Non, pas encore. elle n'était pas encore mariée, ça se fait pas en plus. Mais ils se fréquentaient déjà sérieusement, quoi. Ils se fréquentaient sérieusement. Ça se faisait pas à l'époque. D'accord. À l'époque, tu n'allais pas enceinte à l'école. Hein. Ali Bamba, on lui a dit dégage. Puis c'était très très rare des mariages mixtes. Ouais, maintenant, c'est Ça se faisait, maintenant c'est très très courant, mais ça se faisait à l'époque de certains étudiants camerounais qui allaient en France. Mais que des blancs qui arrivaient ici d'abord. Ils étaient souvent mariés quand ils venaient, etc. Les coopérants, tout ça, étaient souvent en couple. Mais c'était très rare de voir un expat célibataire venir s'acoquiner avec une africaine, comme on disait à l'époque. Là. Sauf détournement. Sauf. C'était très rare. La plupart des mariages mixtes, c'était père camerounais et maman blanche qui ramenaient de leurs études. Voilà, quand ils rentraient au Cameroun. Voilà. Oui, ou alors l'inverse, ceux qui sont venus jeunes, comme ton père. C'était très rare, justement. Oui, qu'il y en ait. à La l'époque, plupart, à Colonie, on faisait oui. exprès, on les prenait mariés pour qu'ils Regarde viennent. le père à Thierry Duplex. Les coopérants, tout ça, on les prenait Il est mariés. tout jeune, après l'armée, il paraît. Oui, voilà. Quoique C'est la ça même n'évitait rien du c'est la tout. même Il y génération, a eu des Zizi drames, hein, et des ton divorces, père. des trucs compliqués. Quand ils tombaient sur des jeunes filles pas très farouches, pas en grappe de graisse, ni rien, filiforme. Allez, Et mon père a eu un parcours bien particulier. Parce qu'il est parti du Sénégal. Ouais. Ils ont piqué une locomotive avec son motorboy. Ils ont piqué une locomotive. Locomotive. Comment ça, ils ont piqué une Il l'a amené locomotive? jusqu'à la frontière. Piqué une locomotive, il y avait Jusqu'au Mali? Jusqu'au Mali? Non, au Sénégal. Ouais, mais. Parce qu'il y a eu les mouvements sociaux et son mec est venu le voir, monsieur Régent, faut que tu te barres, parce Mais il qu'ils est allé vont où te avec tuer. sa locomotive? Jusqu'à la frontière de la... Qu'est-ce qu'il y a après là? Il y a le Mali? On descend, tu dis au Sénégal, qui descend? Ouais, après Guinée. Ah oui, c'est le Guinée, hein. Guinée ou. Oui, c'est ces pays-là, Togo, tout, Une tout. ligne de chemin de fer qui allait vers la Guinée. Et puis lui-même, il était en train de la construire là-bas, au Sénégal. Il était en train de poser des traverses. donc il savait des où ça chemins de fer. s'arrêtait. Il savait, il travaillait pour la compagnie là. Donc il a piqué une locomotive. Comment ça, il a Enfin, piqué il l'a détourné quoi. Il a dit tout. Pour fuir les mouvements sociaux qu'il y avait. D'accord. Parce qu'elle est au bout de la ligne et puis après il s'est cassé. C'est son gars qui l'aimait beaucoup, il lui a dit il faut que tu ailles parce que Tu vas te faire trucider. Non, mais l'époque de nos parents, là, il y avait quand même des trucs. Hein. Moi, je me rappelle quand on quitte le Cameroun en 70, quand mes parents se séparent. Mon père, il a sa pharmacie. Et nous, on est 5 enfants, donc. Nous, les 4 qui sommes nés en France, puis le dernier qui est né en 64 ici. Donc, lui, il a 6 ans. On est à table. Puis c'était des règles, tu sais, on ne parlait pas à table. Il n'y avait pas de télé à l'époque, c'était le journal radio et tout. Tu ne parlais pas à table parce que ton père écoutait le journal. Et puis, donc il vient à 19h, la table est prête, il s'installe, on passe à table. On ne sait encore pas. Hein. On est tranquillement en plein milieu de semaine, on mange. À un moment. Et mon père arrive de l'officine avec un monsieur qui a un gros baluchon sous le bras et tout, dans du papier craft et tout. Puis s'installe. Le monsieur, il est à côté, il ne s'installe pas à la table avec nous. Et puis, à un moment, ma mère demande le monsieur là, c'est qui?
petits légumes. Papa avait son attaché-caisse à côté, il ouvre son attaché-caisse, il pose 6 billets d'avion sur la table. Vous partez demain, à l'époque c'était Air Afrique ou UTA, je ne sais plus laquelle c'était. Vous partez demain, le monsieur là c'est le couturier, il va coudre des tenues aux garçons, donc 4 garçons. Des tenues pour la France. Pour partir, pour prendre l'avion, oui. Parce que nous, entre temps, nous on est là depuis, on vit ici, ça fait 10 ans, 7 ans qu'on est au Cameroun, quoi, 64, ça fait 6 ans. Et bien pendant toute la nuit, le monsieur, il a pris nos mesures et puis il nous a cousu. On est en début janvier, donc c'est l'hiver en France, c'est la saison sèche ici. Le gars, il nous a cousu des habits, tu sais, style petit costume du Congo, donc chemise, petite manche courte, short. Donc il a taillé 4 trucs comme ça pour nous. Elle avait, ma grande sœur, elle avait une robe que mon père a acheté, machin, un petit peu comme on les habille, les enfants et tout. Et ma mère, pendant toute la nuit, en train de faire les bagages. Cantine, ça veut dire que tu quittes le Cameroun, vous quittez le Cameroun. Tu ne peux pas revenir, quoi. En tout cas, ils se séparent, nous on ne le connaît pas trop. Hop, matin, aéroport, direct, les avions à l'époque, ils partaient, aéroport, pouf, bye bye. Tu l'as vécu comment ce départ à l'époque? Rappelle-moi, t'as quel âge t'avais à ce moment-là? Alors moi je suis né en 59, on quitte en 70, donc ça me fait du 11 ans. Nous, c'est pas nous qui l'avons vécu le plus mal, c'est ma sœur et mon petit frère, le dernier. Puisque moi, le dernier ne connaît pas que ça. Mais lui, il ne sait pas où il va en France, il n'a jamais été en France. Et on débarque en France, donc on débarque à Paris. Il y avait une cousine à mon père, ou je ne sais plus quoi, qui nous a reçus en France. On dormait dans une... Tu arrives en France en hiver, hein. Et qui neige à Paris, c'est assez rare, mais la neige de Paris, c'est une neige dégueulasse, tu sais, c'est une neige sale, machin, sur les trottoirs. Et ben nous, on était dans la chambre d'hôtel, et mon petit frère était en bas, devant le train, en train de jouer avec cette neige sale, mais froid. Et lui, s'est habitué vite au froid par rapport à nous. Mais nous, c'est pas nous qui l'avons vécu le plus mal. Ce qui a été le plus difficile, c'est de quitter la zone et puis d'aller dans le village de ma mère, parce qu'on est allé habiter chez la grande sœur de ma mère, Dans quel coin? à Vitré, à 35 km de Rennes en Bretagne, dans son village même et dans la maison de famille de naissance, quoi. Ce qui est amusant, c'est que ta mère est bretonne, si je comprends bien. Oui. Et Ton père est breton. Il y a que des bretons aussi. il y a beaucoup. Et sa mère est du Des sud. Normands et des bretons. Moi, Ils sont mariés avec des Camerounais. j'ai été élevé par ma grand-mère bretonne. Oui, ça, je sais. Et sa mère est du sud, et mon père du sud. On est de la même région au sud. On est frontalier, quoi, mais de Saint-Méniment, on dépend de Saint-Méniment en fait. Et on est de la région, Bretagne, machin. Mais il y a beaucoup. On a pas mal d'amis où il y a un breton, regarde Philippe. Sa mère est de Nantes et bretonne aussi, connu, qui est un ami d'enfance aussi. Son père camerounais, premier dentiste. Et sa maman infirmière qui est venue ici. Mais elle n'est jamais venue ici, sa maman par contre. Comment Serge Diouta? Non, Diouta, sa maman est d'où lui? Bretonne aussi, Diouta. Ouais. Quimper. Les Moines. KR, exactement. Les Moines, pareil. Petit bled, vraiment tout petit bled. Il y avait beaucoup à l'époque. 50 km de chez nous. Mais en fait, les parents, ceux qui allaient faire leurs études, c'était beaucoup Nantes, qui était quand même le lieu. Nantes, ouais. C'est beaucoup bien après que les gens sont là à Paris, mais c'est beaucoup Nantes. Hein. J'arrive à Moundou. On sera un peu moins bon. À Moundou, au Tchad. J'arrive à C'est Moundou. mon meilleur ami qui est venu à Moundou. Et, Ses parents étaient coopérants. et on va sur le site de Comé. Sur le site pétrolier, quoi. On va sur le site pétrolier de Comé. Et on est sur la route nationale tchadienne. La route nationale tchadienne. Avec mon pote Tassan, Dominique Tassan, un Français qui travaille avec moi. Et on roule avec lui. Lui, il appuyait sur les champignons. Puis d'un seul coup, on voit derrière nous, putain de bagnole américaine avec les gyrophares. Ton, 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 ton. Et le mec, il nous bloque. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Un Américain qui sort, Un Américain. bien ventripotent, le genre américain, quoi. Shérif.
Shérif. Shérif, Au c'est Tchad. marqué shérif. Au Tchad. Il s'est trompé de film, lui. Il avait décidé que la route nationale tchadienne, comme elle traversait le site pétrolier, elle dépendait donc de la juridiction De la société américaine. américaine. Ah oui, mais ils font ça. J'ai vu ça au pipe. Et il nous fout une amende, ce con. Oui, Cotco, ils font ça. C'est leur zone. Toutes les routes de pourtour, de prolongement du pipe, donc qui va donc du Tchad jusqu'au Cameroun. Jusqu'au Cameroun. Ouais. Toute la zone est privée. Administré par les Et ils ont des Américains. véhicules administrés par les Américains. Et les mecs s'amusent pas, hein, t'approches pas. Donc tu t'es fait mettre une amende Par un shérif. Américain. C'est excellent. Ah oui, Ah oui, ça m'est revenu d'un coup, j'ai dit tiens. c'est particulier de travailler avec eux. Très spécial. Et Mundu, Mundu, il faut savoir qu'à l'époque, C'est à côté de Moudou, ça. oui, entre Mundu et Comé, Il faut que je le raconte à mon pote. il faut savoir que Mundu aussi, c'était le territoire de chasse d'Idriss Déby, quand il n'était que colonel. Le mec qui passait la nuit en jeep avec les 12-7 dessus, Pour chasser les éléphants. et il tirait, voilà, donc quels éléphants. Il tirait sur la population, il tirait sur tout le monde. Bah, c'est comme ça qu'ils ont massacré le troupeau d'éléphants. Voilà. Mais à Mundu, moi j'ai eu un truc avec Tison. On faisait dans les expertises maritimes, on reçoit. Parce qu'à Mundu, il y a la grande usine de coton. Sur des cotons. Ceux des cotons. J'ai réparé leurs deux, Ceux des cotons, leurs turbines, non. leurs deux turbines Et 3500. il y en a une, les deux, c'est nous qui les avons transportés, enfin qui les avons sécurisés pour la société de Tison. Et tu quittes réparé. Douala Je prends pas de- avec deux turbines qui coûtent dans les 700 et quelques millions. Ouais, ouais. Et elles vont à Mundu. La première arrive, chaque turbine a 700 et quelques. La première arrive sans encombre, la deuxième arrive à 20 km de Mundu. Le camion tombe. Aïe, aïe, aïe. Boum, il tombe, il se couche, la turbine par terre. Interdit d'y toucher. Ah bah oui. Tu fais appel à l'usine qui les a fabriqués en France. Tu fais appel à eux. Et donc, il faut attendre. Et nous, on nous appelle pour assister à l'expertise. Bah oui. 20 km de Mundu. Le gars, il a fait 1000 et quelques kilomètres. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, je vous remercie. De rien. Et puis, on Avec va plaisir. commander quelque chose aussi. Je te rends ton micro avant que je me barre avec. Ah oui, moi aussi. Ah, tu te balades avec du matériel quand même.